Bonjour à toutes et à tous. Alors, les attaques se multiplient, les attentats se succèdent, mais le discours officiel reste le même. Ce sont des faits divers, des actes isolés, des œuvres déséquilibrées, de fous. Et si nous étions en réalité face à une nouvelle intifada, une grande intifada sur le territoire français et européen, plutôt dans le prélude d'une grande révolte populaire, qui serait le soulèvement de la civilisation islamique qui a été implantée artificiellement au cœur de l'Europe, donc au cœur d'une civilisation à laquelle elle ne cesse de faire la guerre depuis 1400 ans. L'antagonisme est héréditaire et il est ancien, et j'espère qu'il n'a échappé à personne. Vous savez, les États-nations, les gouvernements ne sont pas très doués pour anticiper les révoltes populaires, puisque ce sont des grandes machines à atténuer les signaux faibles. On nous parle de services secrets, de services de renseignement, de think tank, de centres de réflexion. Pourtant, ils sont à la longue, sur la longue durée, ils ont été rééduqués par les politiciens, par tout l'appareil d'État, pour dire les bonnes nouvelles, ou à la limite prévoir des scénarios négatifs ou défavorables, mais dans le cadre du supportable, dans le cadre de la doxa, du sens commun du moment. C'est pas nouveau, hein. Vous savez, même en Israël, on dit Israël, le Mossad, le Shin Bet, les meilleurs services secrets du monde, ben, ils n'ont pas été capables ils n'ont pas vu venir les deux intifadas qu'Israël a dû gérer. En Algérie, à la fin des années 80, les années de Chedli Mejdid, 87, 88, 89, 90, on voyait bien la montée en puissance des signaux avant-coureurs, des faits divers particulièrement vicieux, de ces chants dans les stades contre le régime, et qui n'ont pas été interprétés, qui ont débouché plus tard sur la décennie noire, la décennie du terrorisme islamiste en Algérie. En Algérie toujours, hein, en 52, 53, c'est-à-dire 2 ans ou 1 an avant la grande guerre d'Algérie, qui a été déclarée officiellement en novembre 54, il y a eu une succession de faits divers, d'attaques particulièrement vicieuses, hideuses, avec des actes de barbarie. C'est des vols de bétail la nuit, on en profite pour torturer le fermier, pied noir. Ce sont des coupeurs de route qui commettent des exactions, des agressions sexuelles sur les personnes, sur leurs victimes. C'est des postiers ou des gardes champêtres massacrés. Alors on dit, oui, ce sont des contentieux entre musulmans, des vieilles querelles familiales, tribales, alors que c'était le prélude à la grande guerre d'Algérie qui a duré 8 ans, qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Et à l'époque, la France, les autorités parlaient de HLL, les hors-la-loi. Et même après novembre 54, même après la Toussaint rouge, je crois qu'on dit, la Toussaint du FLN, donc le déclenchement de la guerre, le gouvernement français parlait des événements d'Algérie. Il ne voulait pas parler de guerre d'Algérie, de guerre civile, puisqu'une guerre de libération est une guerre civile. C'est une guerre civile entre les pieds noirs, les musulmans, entre les musulmans pro-français, anti-français et autres. Ces événements-là de 52-53 en Algérie avaient 2 fonctions. D'une part, c'était de confirmer et de préciser le type de guerre qui allait être menée, c'est-à-dire le scénario d'une guerre civile, d'une guerre insurrectionnelle, d'une guerre de guérilla, avec un groupe, une avant-garde terroriste qui terrorise la population, notamment les Français, qui attaquent l'armée de manière selon les technologies de guérilla. Et la deuxième fonction, tout aussi importante, sinon plus importante, c'est de dire qui est qui. Selon les réactions des personnes aux faits divers, aux attaques contre les gardes champêtres, comme je vous ai dit, aux gendarmes égorgés, aux pieds noirs torturés ou autres, les futurs terroristes, ou déjà les terroristes confirmés, mais qui n'ont pas été reconnus par les autorités, pas été reconnus comme tels, eh bien, ils spottaient, comme on dit, dans la population, qui est pour la cause, qui est intrinsèquement contre la cause, et qui est dans le ventre mou de la population, ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Ça a permis de guider leur action pour savoir qui il faut amadouer, pour recruter, pour envoyer au maquis, et qui il fallait éliminer de suite ou terroriser. D'ailleurs, le maquis en Algérie n'a pas commencé en novembre 54, il avait commencé bien avant. Sauf qu'on ne le savait pas, ou on disait que ce sont des bandes de rôdeurs, ou de bandits, ou des fameux HLL. C'est pour cela que pour ça que je m'autorise à dire que les attaques en France et en Europe n'ont rien d'isolé. Ce sont le prélude à une grande intifada. Une intifada contre quoi? Eh bien, c'est l'intifada contre le vivre ensemble. Je répète, hein, l'intifada contre le vivre ensemble. Ce sont des attaques qui sont menées, qui iront crescendo, et qui seront menées par tous ceux qui se révoltent contre le vivre ensemble, contre la coexistence, la cohabitation de 2 civilisations qui sont antagonistes depuis 1400 ans.
savez, c'est très dur de vivre à l'étranger et c'est très dur de vivre au sein d'une civilisation qui a toujours été l'ennemi de votre civilisation, ou qui lui a toujours tourné le dos, ou qu'il a toujours été contre elle dans une relation conflictuelle. C'est encore plus difficile hein, quand le mode de vie dominant, donc le mode de vie français, par exemple dans le cas de la France, il représente l'antithèse complète, l'antithèse éloquente et vivante et intense de ce que c'est que le mode de vie musulman. Je m'explique, c'est l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, la démocratie réelle, l'économie de marché. Tout cela, c'est l'antithèse complète de toute la mythologie qui supporte les civilisations. Vous savez, toute civilisation est faite de croyances, donc de mythes, qui sont souvent des mensonges. Et quand vous arrivez en France, ou en Allemagne, aux États-Unis ou ailleurs, ben vous prenez un choc, parce que tout ce que vous enseignez vos parents, qui l'ont tenu de leurs grands-parents et des anciennes générations, tombe par terre. C'est pire encore, c'est plus intense encore, quand la civilisation qui vous accueille, elle est largement supérieure à votre civilisation par la technologie, par les avancées économiques, par le bien-être. Enfin, il faut voir le PIB par habitant en Île-de-France. Juste vous donner un chiffre. Le PIB de l'Île-de-France, hein, Paris, la petite couronne, la grande couronne, l'Île-de-France, son PIB, il est supérieur au PIB du Maghreb en entier. Hein. Maroc, Tunisie, Algérie et peut-être la Libye. Malgré le pétrole, les hydrocarbures, tout ce que vous voulez. Vous vous rendez compte? Donc le PIB, si vous regardez le PIB par habitant en France, on a donc des rapports très élevés avec le PIB par habitant au sud de la Méditerranée. Donc cette civilisation, vous la percevez comme supérieure à la vôtre. Même si vous ne voulez ne pas m'accorder le fait que les civilisations sont différentes, qu'il y a une hiérarchie entre elles, vous m'accorderez que la perception, c'est ce qui compte le plus. Les gens, ils ne vont pas en France, ils ne vont pas à l'hôpital de ma grand-mère qui pratique la médecine traditionnelle marocaine du Moyen Atlas. Les gens, ils vont au CHU qui pratique la médecine française et occidentale. Donc ce choc-là, ce malaise est très fort et très intense chez certaines personnes. Chez d'autres, il cause un malaise, il peut même causer une richesse, une diversité, un enrichissement personnel qui peut déboucher sur une belle carrière dans les arts, la culture, ou même une bonne vie. Mais chez un nombre suffisamment d'individus, ce malaise est insupportable. Il a même des traductions, je vais dire, physiques, psychiques et physiques. C'est une sorte de maladie. On est vraiment dans un cadre presque médical ou psychiatrique. Je ne veux pas chercher des excuses, j'essaie juste de toucher du doigt, de faire le bon diagnostic. C'est vraiment une souffrance, un mal-être qui est insupportable et qui pousse à l'acte. Donc qui pousse à l'acte sous la forme d'une méchanceté inexplicable et d'une impulsivité inexplicable. Ça donne le phénomène racaille. Alors la gauche nous a dit, surtout n'en parlez pas, et quand vous en parlez, dites que c'est juste un sentiment d'insécurité. Il n'y a pas de phénomène racaille, il y a juste un sentiment d'insécurité dans la société française. Bien sûr, c'est du pipeau. Si on avait analysé le phénomène, on aurait compris, c'est le véritable ressort. Et ça se retrouve, cette méchanceté-là, cette impulsivité-là, ces symptômes de ce malaise-là, qui est un refus du vivre ensemble, hein, c'est une révolte intime contre le vivre ensemble, contre cette cohabitation de deux civilisations qui n'ont rien à se dire. Eh bien, ça se retrouve dans les attaques gratuites, dans les attaques au couteau, les attaques contre les gendarmeries, les jets d'acide contre les policiers, ce que nous appelons plus tard les attentats terroristes ou les attaques de nature islamiste. Or, le driver, l'énergie qui les porte n'a rien de politique. Cette énergie-là, elle est apolitique, ou elle est proto-politique, elle n'est pas encore, c'est un embryon. En fait, c'est au moment du passage à l'acte que la finition a lieu. Et pensez à une maison, la finition a lieu à toute fin, avant de remettre les clés. C'est lors du passage à l'acte que la personne dit Allah Akbar, ou elle insulte la victime en proférant des insultes à base de choses issues de l'islam. Je ne vais pas les redire ici. Ou si le terroriste est abattu par la police, et plus tard, bien plus tard, quelques jours plus tard, qu'on reçoit une revendication supposée de Daesh ou d'Al-Qaïda. Vous voyez, le driver n'est pas religieux. Bien sûr que ça existe, mais c'est l'enveloppe. Ça vient à la fin. Même la revendication politique, elle vient à la fin. De toute façon, les gens qui commettent ça
ce ne sont pas des gens d'un grand raffinement politique ou d'une grande conscience politique. Ceux qui ont une grande conscience politique ou religieuse, ils sont dans les coulisses, ils ne sont pas fous, ils ne vont pas aller se faire exploser ou trouer par le GIGN. Non, non, ils sont tranquilles derrière un clavier. Ah, ça s'est même retrouvé dans les guerres de libération, même dans la guerre d'Algérie, même dans les guerres de décolonisation. Je pense que nous avons fait une mauvaise lecture de ces guerres-là, ou peut-être qu'il faut renouveler la lecture de ces guerres-là, qui étaient animées par une révolte contre le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, on nous dit c'est nouveau, c'est magnifique, la diversité, mais il n'y a rien de nouveau. Le vivre ensemble, c'était l'Algérie des années 50, le Maroc des années 50, l'Égypte des années 40-50, avec les Grecs, les Arméniens, les Russes blancs, les Italiens, les Maltais, les Juifs. Qu'est-ce que c'est que Bagdad dans les années 40 ou 50? C'est de vivre ensemble. Beyrouth, jusqu'aux années 70. La guerre d'Algérie, ou la révolution du peuple, la libération du Maroc, ont été aussi des révoltes contre le vivre ensemble, qui est carrément et simplement insupportable pour une partie non négligée de la population. François Fanon, qui était un brillant psychiatre, il est allé un peu plus loin, lui il a compris, hein. Lui par contre il a compris la souffrance physique, les convulsions, les spasmes qui prennent le corps de l'opprimé, du colonisé, ce qui était médecin en psychiatrie, au centre psychiatrique d'Alger. Lui, il a compris. Mais moi, je m'autorise humblement de ma position, un peu d'outsider aujourd'hui, puis 60 ans plus tard, après François Fanon, je pense qu'il m'autorisera de là où il est, un peu à revisiter cette théorie-là, un peu à la remettre en question. Je pense que cette révolte qui avait un caractère psychosomatique, hein, vraiment les gens devenaient fous, et il était une révolte contre le vivre ensemble qu'on essaie de nous imposer aujourd'hui. Ou qu'on promeut aujourd'hui, qu'on dit c'est la panacée. C'est pas la panacée, c'est un écosystème qu'il faut savoir gérer et qui peut donner ce que je suis en train de vous expliquer, ces résultats catastrophiques. Bon, en conclusion, moi j'espère avoir tort. J'espère bien sûr avoir tort, mais si j'ai raison, ça voudrait dire que les islamistes ont un boulevard devant eux. Ils n'ont qu'à rester, ils n'ont même pas besoin de prêcher ou de travailler, il faut juste qu'ils regardent faire cette légion de losers, de gens qui sont mal dans leur peau entre deux civilisations, cette légion de révoltés contre le vivre ensemble, qui ne le supportent pas, qui les rend malades, littéralement malades, et le boulot sera fait, en tout cas, sera amené au bord de l'intifada. Peut-être qu'elle a déjà commencé il y a 6 mois ou il y a 1 an, et qu'on s'en est pas encore rendu compte. Enfin, moi, quand je dis tout ça, c'est pas pour faire étalage une quelconque intelligence ou érudition. Il y a des gens beaucoup plus intelligents, mieux préparés que moi. D'ailleurs, il y a des gens qui sont mieux renseignés que moi, qui ont accès aux rapports confidentiels. Je leur demande de s'investir, parce que l'heure est grave, et qu'ils brisent les tabous posés ça et là par la gauche sur tous les thèmes qu'elle ne comprend pas. Le vivre ensemble, elle n'a pas compris. Elle l'a formalisé, mais elle n'a pas compris. J'espère vous avoir démontré pourquoi il est problématique. Elle n'a pas compris l'islamisme, elle n'a pas compris les divergences ou le contentieux historique héréditaire entre la civilisation musulmane et la civilisation européenne. Ils ne l'ont pas compris. Ils comprendront donc encore moins la violence gratuite et cette révolte que j'appelle la révolte contre le vivre ensemble. Ben je dis aux personnes intelligentes et préparées et bien documentées, bien écoutez, aidez-moi à briser ce tabou, ces tabous, puisque tant que ces tabous sont là, nous perdons du temps, nous sommes stationnés sur une aire de repos en attendant de nous prendre le tsunami. Voilà, vous connaissez la chanson hein, en fin de vidéo, partagez cette vidéo, cliquez sur like, suivez-moi sur les réseaux sociaux, envoyez-moi vos commentaires. C'est le seul moyen et d'ailleurs mettez des commentaires s'il vous plaît sur YouTube, c'est le seul moyen de convaincre l'algorithme de Monsieur YouTube de porter cette parole le plus loin possible. J'ai besoin de vous. Merci, au revoir.